Choisy-le-Roi. Dans cette rue tranquille, à une demi-heure de Paris, les quelques retraités qui l'habitent sont intrigués. Ils n'ont Dieu que pour une villa, au numéro 11. Dans la plus grande discrétion, à l'abri des volets clos, deux hommes se font face. Henry Kissinger, conseiller spécial du président Nixon. Les Ducteau, conseiller spécial du président Ho Chi Minh. De 1970 à 1973, loin du Vietnam, ces deux hommes ont tenu des négociations secrètes à Choisy-le-Roi, à Gif-sur-Yvette et à Saint-Nom-la-Bretèche. Encore aujourd'hui, personne ne sait que les centaines d'heures de leurs entretiens ont été enregistrées. I thought yesterday we had reduced the issues on the text to only 2. To now I find that there are 17. These substantive changes present the gravest difficulties for us in terms of good faith. Thế còn một vấn đề nữa đó là cái hiệp định tuy còn hai vấn đề lớn nhưng mà trong cái hiệp định của chúng ta đó thì những vấn đề hiểu biết đơn phương ấy, nó cũng rất là hiểu biết ấy, nó cũng rất là quan trọng, nó liên quan đến hiệp định. Mà đối với cái chương này thì cái chữ đó đối với chúng tôi là quan trọng đó. Tous les opposent. Leur culture, leur idéologie, leur parcours. Ils sont en guerre. Comment vont-ils faire la paix? Enfin, écoutez, souhaitons que ça s'arrange pour le mieux. Cette histoire de guerre qui commence à être fort longue. Une guerre qui dure depuis plus de 10 ans, menée par la première puissance mondiale contre un petit pays de paysans pauvres. Face à l'acharnement américain, le Vietnam fait preuve d'une résistance déterminée. Incapable de gagner la guerre, chaque camp veut contraindre l'adversaire à négocier la paix à son avantage. Mais chaque avancée de ces négociations est freinée par le régime pro-américain du Sud-Vietnam, en pleine dérive face à une forte opposition politique et militaire, les échéances électorales aux États-Unis et plus globalement par l'équilibre fragile des rapports Est-Ouest en pleine période de guerre froide. De ces négociations dépend le sort de tout un peuple. Deux ans avant la première rencontre entre les Ducteau et Henry Kissinger, une nouvelle force politique s'impose dans cette guerre, l'opinion publique américaine. Mais pas seulement, le monde entier réclame la paix et exige le retrait des troupes américaines au Vietnam. Fin mars 68, la situation militaire s'aggrave. L'armée américaine est en difficulté. Le président Johnson choisit de négocier avec le Nord-Vietnam. 2 mois plus tard, les pourparlers qui s'engagent à Paris entre le ministre nord-vietnamien Xuan Thuy et l'ambassadeur américain Avril Harriman s'avèrent rapidement inefficaces. Il leur faut 8 mois pour décider qui doit s'asseoir autour de la table de conférence. Car au Vietnam, sur le terrain, 4 forces armées s'affrontent, réparties en 2 camps. Le Nord-Vietnam, capitale Hanoï, est un État communiste présidé par Ho Chi Minh. Le père de la lutte pour l'indépendance du Vietnam s'est vu imposer par les accords de Genève en 1954 la séparation de son pays en 2 par une ligne de démarcation au 17e parallèle. Hanoï soutient l'opposition sud-vietnamienne. Au sud, le régime anticommuniste de Saigon, porté à bout de bras par l'armée américaine. Pour cette Amérique qui se prétend shérif du monde, l'enjeu est d'endiguer la montée du communisme, la stopper au 17e parallèle. Depuis l'arrivée au pouvoir de Mao Tse-tung en Chine, suivi de la Corée du Nord puis du Nord-Vietnam, les Américains craignent un phénomène de contagion. Pour Hanoï, quel est l'enjeu?
Ce que nous demandions, c'est ce que revendiquait le président Ho Chi Minh, l'indépendance et la liberté. Que les États-Unis se retirent et que l'administration de Saïgon s'en aille. Mais le régime du sud de Saïgon voulait une scission et se constituer en nation séparée. Ho Chi Minh a dit non. Nous sommes une seule nation, un seul peuple. Fin 68, lorsque se déroulent les négociations officielles avenue Kléber à Paris, cette stratégie de l'endiguement a déjà coûté très cher aux Américains. Les GIs, démoralisés, ne croient plus en une victoire militaire face à un ennemi aussi insaisissable qu'un poisson dans l'eau. Désormais, pour Washington, l'objectif est de sortir ses troupes de ce bourbier, la tête haute. L'autre force à la table des négociations, c'est le pouvoir à Saïgon. À sa tête, il y a le général Nguyen Van Thieu, qui est totalement dépendant du soutien des États-Unis. Thieu est inquiet. L'Amérique ne va-t-elle pas l'abandonner sur l'autel de la paix? Il commence alors à manœuvrer pour saboter les négociations et devient pour les Américains un partenaire encombrant. Nous autres, Sud-Vietnamiens, nous ne voulons pas nous opposer à ces conversations parce qu'on va nous accuser, n'est-ce pas, de travailler contre la paix. Mais nous avons dit aux Américains qui commençaient la conversation avec les Nord-Vietnamiens que l'avenir du Vietnam dépend des Vietnamiens et non pas des Américains. Dernière pièce de l'échiquier, la 4e force militaire, le FNL, Front National de Libération. Surnommé le Viet Cong par ses adversaires, il crée sa branche politique, le GRP, Gouvernement révolutionnaire provisoire, représenté à Paris par Madame Nguyen Thi Binh. Maquisarde de la première heure, ancienne détenue politique à Saïgon, elle est la voix de la résistance armée qui contrôle une partie du Sud-Vietnam et partage avec Hanoï le même objectif, obliger les Américains à quitter le Vietnam et faire tomber le régime de Thieu. Nous voulons ce que nous appelons négocier tout en luttant. Une sorte de tactique. Nous devons lutter sur les 3 fronts. Le front militaire, politique, mais aussi diplomatique, pour essayer d'apporter plus de force à notre combat. Comme chaque parti campe sur ses positions, les négociations s'enlisent. Les journalistes disaient que ce sont les discussions entre les sourds, parce que chacun déclarait sa position. Et après un court échange de critiques, et voilà. Pendant 3 ans, c'est toujours presque la même chose. Cette fois-ci, comme la séance dernière, il n'y a rien de nouveau. Le nouveau président américain, Richard Nixon, propose alors à Hanoï de négocier secrètement. À Paris, le 5 août 1969, Henry Kissinger, conseiller de Nixon, et Xuan Thuy, ministre nord-vietnamien, se rencontrent dans un appartement rue de Rivoli. Celui qui les accueille n'est autre que Jean Sainteny, ancien délégué général de France à Hanoï. Le gouvernement américain, c'est exactement le président Nixon et son conseiller, ont senti que les négociations de l'avenue Kléber s'enlisaient et qu'il fallait, parallèlement à ces conversations, avoir des contacts plus directs, mais qu'il fallait que ces contacts soient aussi discrets, pour ne pas dire secrets que possible. Et ils m'ont demandé de les organiser, ce qui a été fait. Le secret, clé de voûte de la négociation. Pour ces diplomates de l'ombre, ils permettent de manœuvrer, marchander, menacer, deviner le jeu de l'adversaire, anticiper les enjeux politiques et militaires. Le huis clos libère la parole sans avoir de compte à rendre à des partenaires encombrants.
car tant que le secret est gardé, ce qu'ils négocient n'engage qu'eux-mêmes. Henry Kissinger et les Ductaux sont de fins diplomates, entraînés dans une partie d'échecs où le chronomètre tourne cruellement. Kissinger sait que les Ductaux a combattu les Français et a été torturé au bagne de Poulo-Condor, qu'il est haut placé à la direction du Parti communiste du Vietnam, mais il ignore qu'il a devant lui un maquisard, un des responsables de l'armée de libération qui vient tout juste de quitter la zone des combats au Sud-Vietnam. Les Ductaux, quant à lui, connaît le parcours de Kissinger. Sa fuite de l'Allemagne nazie dans les années 30, sa proximité avec Nixon, son profil d'intellectuel, professeur à Harvard, un homme public, habitué des lumières du grand monde. Mais la première rencontre entre Kissinger et les Ductaux est retardée par un événement majeur. À Hanoï, le 2 septembre 1969, Ho Chi Minh meurt. À son chevet, les Ductaux et les autres dirigeants du pays. En pleine guerre, des funérailles nationales sont organisées. Le décès du leader emblématique va-t-il influer sur le moral des combattants, se demande Washington. En ces jours de deuil, tout un peuple se fait l'écho de ce que clamait Ho Chi Minh. Jamais, jamais les Américains ne nous vaincront. « 21 février 1970. Première séance secrète entre les Ductaux et Henry Kissinger. C'est la délégation vietnamienne qui reçoit, dans une villa qu'elle a louée bien loin de l'avenue Kléber, au 11 rue d'Arte à Choisy-le-Roi. Le rendez-vous est fixé à 9h30. Les Ductaux, prévoyants et méticuleux, arrivent en avance. Henry Kissinger et ses 4 collaborateurs, confiants, sont sur place à l'heure dite. C'est la première fois que les Ductaux et Kissinger se sont rencontrés. On serre à la main. Et puis ensuite, on échange, n'est-ce pas, quelques mots de courtoisie protocolaire. Ils sont 10, interprètes compris, autour d'une grande table rectangulaire. Les 2 délégations se font face, les volets sont fermés, une ambiance feutrée, loin du tumulte de la guerre. Les 2 hommes se jaugent. Dans les réunions secrètes, on parle des questions, le mot que Henry Kissinger a utilisé, des questions substantielles. Cette première réunion va durer presque 6 heures. Il est 9h40. Le compte à rebours des négociations secrètes commence. Les Ductaux disent sa méfiance dans la loyauté des Américains. Vous parlez de paix, mais vous faites la guerre. Nous sommes méfiants car nous avons souvent été trompés. En 1945, nous avions signé un accord avec les Français, mais ils nous ont envoyé les troupes. 9 ans plus tard, nous avons conclu un accord à Genève qui sera déchiré à peine signé. Je me demande donc si votre bonne volonté est sincère. Je vous propose de nous parler franchement. Pendant ces 10 ans de guerre, vous avez dépensé beaucoup d'argent sans rien gagner en échange. Je ne comprends pas. Quel est votre intérêt à continuer cette guerre? Dans son compte-rendu à Nixon, Kissinger se permet une note optimiste. Nous sommes en total désaccord sur des points majeurs, Monsieur le Président, mais cette première rencontre reste positive. Après le déjeuner, pris chacun de son côté, la discussion reprend. Les Ductaux abordent longuement plusieurs points. Le retrait des troupes américaines du Sud-Vietnam. Alors, on règle la question de l'administration de Saigon. Ensuite, la question des troupes nord-vietnamiennes qui sont au Sud-Vietnam. Et ensuite, la question de la zone démilitarisée. Kissinger fixe une priorité pour la prochaine rencontre. Notre premier objectif est d'arriver à un accord de réciprocité. Nous retirons nos soldats du Sud-Vietnam et vous rapatriez les vôtres au Nord-Vietnam, ainsi que vos troupes présentes au Cambodge et au Laos. Les 2 hommes se retrouvent en mars et avril 1970. Pour les Ductaux, il est évident que l'envoi de troupes américaines au Vietnam est illégal. Kissinger réplique que la présence de l'armée du Nord-Vietnam au sud est aussi illégale et pose une condition. « Je retire nos troupes seulement si vous retirez les vôtres, monsieur le conseiller spécial. » Les Ductaux ne cèdent pas. Il le dit, le répète sans cesse. « Monsieur le conseiller spécial, nous sommes chez nous. C'est une affaire entre Vietnamiens, c'est vous l'agresseur. »
À peine un mois plus tard, une nouvelle attaque américaine met fin aux pourparlers entre les deux hommes. Le 29 avril 1970, les B-52 bombardent massivement l'est du Cambodge, le long de la frontière avec le Vietnam. Ils feront de même quelques mois plus tard au Laos. Objectif, détruire le quartier général de l'état-major nord-vietnamien et du FNL. Couper la piste Ho Chi Minh. Une piste Ho Chi Minh devenue un réseau de plusieurs milliers de kilomètres. Un cordon ombilical entre le nord et le sud, par où transite du ravitaillement, du matériel militaire et des troupes. Un réseau de pistes que les Américains bombardent en vain depuis 10 ans. L'intervention au Cambodge provoque d'importantes manifestations d'indignation, violemment réprimées par la garde républicaine. Sur le campus de Kent State, 4 étudiants sont tués. Sans le mouvement pacifiste, il n'y aurait pas eu de négociations à Paris. Le mouvement anti-guerre a atteint son apogée en 1968 avec la marche du Pentagone, une marche massive avec des dizaines de milliers de gens amassés autour du Pentagone et du bureau d'état-major. Cette marche a eu un grand impact dans le pays, car elle a prouvé qu'il existait un vrai pouvoir de protestation. Les gens voulaient la paix. Ils voulaient l'arrêt des tueries au Vietnam. Conscient de la puissance du mouvement pour la paix, Nixon avait démarré son mandat en 1969 par un plan de désengagement de l'armée américaine. Barrer la route au communisme n'est plus la priorité du moment, car l'Amérique a perdu beaucoup de son crédit et de son prestige dans le monde. Richard Nixon veut quitter le Vietnam, mais doit le faire dans l'honneur, sans humiliation, pour redorer le blason américain. Un premier retrait de 50 000 hommes sur un effectif de 536 000. À ce rythme, le Vietnam est loin d'être en paix. Les soldats sud-vietnamiens doivent prendre le relais des Américains. Objectif, en 3 ans, recruter 400 000 hommes, les équiper, les entraîner. Créer de toutes pièces la plus grande force militaire du sud-est asiatique. Plus d'1 an s'est écoulé quand Henry Kissinger et l'Éducto se retrouvent en juillet 71. Cette paix tant attendue se rapproche-t-elle? Cherche-t-il à gagner du temps? Leur stratégie n'a pas changé. Hanoï exige le retrait total des troupes américaines et Washington joue la montre par le retrait progressif de ses soldats au fur et à mesure que les rangs de l'armée de Saigon se renforcent. Du temps pour Hanoï et le FNL de reprendre leur souffle après des mois de combat, probablement. Les conversations à Paris entre Kissinger et Tho, ils continuaient parce que les Nord-Vietnamiens, ils ont l'habitude de ce qu'on appelle en vietnamien, pour parler et offensive militaire en même temps. On se dispute le terrain, on peut dire ça. Nous avons aussi des années très dures, hein? À la fin de 69, 70, et même début de 111, parce que les armements américains aussi sont très martillés. Hein? Pendant 10 ans, jusqu'en 1971, des dizaines de milliers de tonnes de produits chimiques hautement toxiques, dont l'agent orange contenant de la dioxine, sont déversés au Sud-Vietnam. Nom de code, Ranch Hand, ouvrier agricole. Objectif, détruire la végétation pour tuer l'ennemi qui s'y dissimule. Mais les victimes sont aussi des civils,
Hommes, femmes, enfants. La science au service de l'indicible. Une technique d'épandage méthodique, systématique. La plus longue des guerres chimiques que le monde ait connues. Un écocide. Encore aujourd'hui, la dioxine sème la mort, handicap, meurtrit. À Paris, les négociations stagnent, la paix s'éloigne. Aucune rencontre n'a lieu entre l'automne 71 et le début de l'année 72. Nixon se rend à Pékin. C'est la première visite d'un chef d'État américain sous le régime de Mao. Puis Moscou. L'heure est au réchauffement des rapports Est-Ouest. Un moment historique pour l'équilibre et la paix mondiale. L'occasion pour Nixon et Kissinger de demander aux Chinois et aux Soviétiques de réduire l'aide militaire apportée à leurs alliés nord-vietnamiens et de faire pression sur eux. Dites-leur de faire des concessions. Ils ne seront pas entendus. Nous avons reçu, n'est-ce pas, les armes lourdes de l'Union soviétique, et puis les armes légères, et puis surtout les logistiques de la Chine. Mais nous utilisons les armes pour mener notre guerre à nous, et non pas avec la présence ou bien la participation des soldats étrangers sur notre terre. Au Vietnam, c'est une guerre de libération et non pas une guerre internationale, une guerre mondiale. En 2 ans, les ducs Tho et Henry Kissinger se rencontrent une dizaine de fois, toujours secrètement. Ces face-à-face peuvent-ils réellement mettre fin au conflit? Ils les obligent, en confrontant leurs arguments, à dessiner un projet de paix. Ils ont appris à se mesurer, à relever les qualités et les faiblesses de l'adversaire, à cerner sa psychologie, tester sa pugnacité. D'après moi, Kissinger est un homme très intelligent, beaucoup d'humour, un homme, n'est-ce pas, qui a beaucoup d'expérience dans les négociations, mais un homme de manœuvre et un homme impassible. J'ai développé beaucoup de respect pour les ducs Tho. Il était le représentant d'un petit pays négociant avec une superpuissance. Sa stratégie était de nous décourager et de nous donner peu d'espoir de trouver une solution, hormis celle qui lui convenait. Il l'a fait avec beaucoup de discipline, de dignité et de politesse. Et une grande maîtrise de son sujet. C'est dommage de l'avoir eu comme adversaire. Il était dévoué au pouvoir communiste et à l'idéologie marxiste. Et il avait le mouvement pacifiste américain à ses côtés. Il pensait qu'il avait du temps. Nous avons essayé de résister plus longtemps que lui. Eh bien, les dictateurs, il se bat. Il se bat aussi de façon très courageuse, mais aussi très intelligente. C'est pour ça qu'on me dit qu'avec M. Kissinger, qui est un homme très sûr de lui-même, et peut-être un peu vaniteux, doit quand même, devant le dictateur, il doit, peut-être que, je ne sais pas si j'emploie le mot correct, mais il doit se plier. L'offensive militaire du printemps 72, les Nord-Vietnamiens ont conquis la province de Quang Tri.
Pour la première fois depuis les accords de Genève en 1954, l'armée nord-vietnamienne prend le risque de franchir la ligne de démarcation du 17e parallèle. Objectif, la chute de Saigon, et prouver qu'il ne recule devant aucun obstacle pour chasser les Américains hors du Vietnam. Pour montrer sa volonté de ne rien céder, Nixon réplique. Après 4 ans d'interruption, les B-52 reprennent en avril 72 la direction du Nord-Vietnam, bombardent les ports, la banlieue de Hanoï, mais aussi le soubassement des digues pour provoquer leur destruction. Ramsey Clark, ancien procureur général sous Johnson, se rend sur place avec une délégation de militants américains pacifistes pour constater les dégâts. Nous sommes restés 2 semaines pendant les bombardements des digues du Nord. En août 72, la cible principale était le système de contrôle de l'eau pour l'agriculture. L'objectif des bombardements était d'anéantir l'habileté du pays à contrôler les niveaux d'eau et la culture du riz, de détruire les récoltes, afin d'empêcher les soldats de manger et de poursuivre la guerre. L'armée saigonaise, soutenue par la puissance de feu américaine, reprend le contrôle une à une des villes perdues. 6 mois de combat et un statu quo, ni vainqueur ni vaincu. Démonstration est faite que seules des négociations politiques peuvent déboucher sur la paix. Monsieur Kissinger a commencé à venir à Paris rencontrer d'autres personnes dans le plus grand secret. Je puis vous dire maintenant que nous y avons aidé et que j'y ai même personnellement aidé. Et que, chose curieuse en France, le secret a été parfaitement gardé. Et puis un jour, on est passé, pas de notre fait, du secret au discret. C'est-à-dire qu'on ne cache plus les rencontres. Simplement, on ne dit pas ce qui s'y passe. Les négociations reprennent alors le pas sur la guerre. Les 2 hommes vont se revoir à partir de juillet 1972. Nixon, à l'approche des élections présidentielles, veut accélérer le processus de paix, et Hanoï le sait. Comme les réunions secrètes sont maintenant connues de la presse, les négociateurs doivent changer de lieu. Le Parti communiste français, qui soutient les Nord-Vietnamiens, met à leur disposition la villa ayant appartenu au peintre Fernand Léger, à Gif-sur-Yvette. Ce jour-là, moi, je suis présent à Gif-sur-Yvette. On laisse à Kissinger de parler d'avance. Et Kissinger, revue de seconde, n'apporte aucun progrès sur nos demandes. Après cela, M. l'éducteur passe à Kissinger un document en anglais. Et d'autre part, M. l'éducteur explique l'essentiel du draft, du document. Mais le problème le plus nouveau de ce jour-là, c'est que nous acceptons que le gouvernement de Thieu reste. Pour Hanoï, est-ce vraiment une concession? Leur seul objectif n'est-il pas le départ des Américains et la réunification du pays? Thieu ou pas Thieu, une fois les GIs partis, ce sera une affaire entre Vietnamiens. Kissinger et les membres de la délégation américaine, ils disent comme ça. Monsieur l'éducteur, vous nous avez passé un document très important. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il donne la condition? Nous avons regardé et il accepte plus de 80% de nos productions. Le 20 octobre, on est arrivé à un accord que Nixon considère excellent. We believe that peace is at hand. À Washington, Henry Kissinger avait dit « Peace is at hand ».
c'est-à-dire que la paix est à la portée de notre main. Ce projet d'accord était très, très anti-sud-vietnamien et très favorable aux nord-vietnamiens. C'est-à-dire que si l'accord est conclu, les nord-vietnamiens continuent à avoir des troupes au sud-vietnamien. Alors que nous autres Vietnamiens, nous voulions que toutes les troupes nord-vietnamiennes se retiraient du Sud-Vietnam pour rentrer au Vietnam, au Nord-Vietnam. Le projet d'accord négocié par Kissinger ignorait cette question. Pour le Sud-Vietnam, c'est une question de vie ou de mort. When I see so many tombs, so many sacrifices for the freedom and liberty of Vietnam, I reaffirm again that the whole people of South Vietnam will resist again any peace which demands the rendition of South Vietnam and which will give the South Vietnam to the communist aggressors. People are calling you the obstacle to peace, Mr. President. When it's a just peace, a guaranteed peace, there's no one single obstacle in Vietnam. There will be not only one Thieu, but 7.5 million Thieu who are against that. À Saigon, Henry Kissinger s'emploie à convaincre le président Thieu qu'il faut faire preuve de souplesse. Il lui confirme leur engagement au Sud-Vietnam. Back in 1968, when with the very best of intentions, the previous administration entered into a bombing halt of North Vietnam. And everybody thought we were going to have peace now, but we didn't have it down. We didn't have it understood. We're not going to make that mistake again. We are going to have the kind of agreement which will end this war and build the foundation for a lasting peace that we can enjoy in that part of the world and all over the world. I say it shall be peace with honor and not peace with surrender for the United States of America. Après le refus de Thieu, Nixon donne un message à Hanoï, nous demande de continuer la conversation. C'est pourquoi le 11 novembre, on s'est réunis à Chief-Yvette la deuxième fois. Ils ont proposé environ 70 amendements sur des questions très importantes. C'est-à-dire, ils demandent de nouveau le retour des troupes nord-vietnamiennes dont nous ne sommes pas d'accord. C'est Nguyen Van Thieu qui impose ces amendements. Il ne veut pas se retrouver seul face à ses ennemis. Nixon et Kissinger le savent et s'attendaient au refus de Saigon. Mais le président américain est en campagne pour un second mandat. Il veut être l'homme qui a fait la paix au Vietnam. Courant novembre, les deux négociateurs se rencontrent. Les Duc Tho refusent de sacrifier l'accord d'octobre que Nixon trouvait, il y a quelques jours encore, excellent. Washington est face à un dilemme. Soit abandonner Saigon en revenant à l'accord précédent, soit tenir tête à Hanoï, au risque de s'enliser de nouveau dans la guerre. Au fil de leurs entrevues, les amendements de Thieu tombent un à un. Début décembre, il ne reste plus qu'un point important à régler. C'est le problème du 17e parallèle. Kissinger propose un compromis. Le 17e parallèle qu'il voulait infranchissable pourrait être ouvert au passage des civils. Ce point crucial ne devrait plus être un problème. Parce que nos troupes sont au-delà, 20 km à l'autre côté, déjà au Sud-Vietnam. Les Duc Tho transmettent la proposition de Kissinger à Hanoï, qui, contre toute attente, la rejette. Les Duc Tho dit à Kissinger, il faut que je regagne Hanoï et prendre les consultations de notre gouvernement. Les Duc Tho a pensé que la conversation suspendue, les arbitres pourraient faire quelque chose d'important, quelque chose de dangereux. He was told several times by me. Je lui avais dit de manière personnelle et formelle que des mesures drastiques étaient envisagées.
Je n'avais pas précisé lesquels. J'ai maintenant des raisons de croire, d'après les documents publiés par la suite, qu'il a recommandé d'accepter nos propositions, mais que le Politburo ne l'a pas suivi. We still have 2 outstanding issues on the agreement. You will be back in Hanoi when? Tôi 15 đi thì 15, 16, 17, 18 thì tôi về đây. Người kia là 15. So today we should reduce the number of issues that remain to the minimum necessary, so that we do not have to send messages that are too long. We will communicate with you after you are back in Hanoi, or you communicate with us, and then we can decide whether we can settle it by messages or whether we should meet again. 18th, you'll be back in Hanoi, so you'll be able to celebrate Christmas with your family. Chúng tôi thì Việt Nam không có cái tục ăn Noel đâu. Alors que Kissinger vient de lui souhaiter un bon Noël en famille, une pluie de bombes s'abat sur Hanoï dès son arrivée. Et tout de suite, les Américains commencent les bombardements à Hanoï pour intimider, n'est-ce pas, les dictateurs. Malgré l'annonce d'un accord de paix imminent, pendant 12 jours, des centaines d'avions bombardiers, dont 120 B-52, déferlent sur le Nord-Vietnam. L'opération Linebacker II est la plus terrifiante de la guerre. Les négociations de novembre et décembre nous avaient persuadé, Nixon et moi, que les Nord-Vietnamiens pensaient pouvoir exploiter les divergences entre le Sud-Vietnam et nous. Ils ont prolongé les négociations en utilisant tous les points techniques possibles. Et pour la première fois dans nos discussions, ils se sont comportés avec insolence, en nous faisant des propositions qu'ils savaient absurdes. Nous avons donc décidé qu'il fallait leur démontrer qu'ils avaient dépassé les limites, et nous avons lancé des actions militaires. Ce que Kissinger ne dit pas, c'est que le 13 décembre, lors de son dernier face-à-face avec les Ductaux, il savait déjà, grâce à un téléx reçu la veille de Washington, que ces bombardements auraient lieu. Le 14 décembre, Nixon et lui anticipent les répercussions désastreuses sur l'opinion publique. Ils cherchent déjà des justifications politiques. Not a bad agreement, it's a good agreement if it's observed. If it's observed, the other side will be forced to withdraw. What we have to do, though, is to convince them that we are not easily pushed around. If we cave now, the agreement will be unenforceable, and we will have signed something that the government will make. And remember, we're going to be around and outlive our enemies. And also, never forget, the press is the enemy. The press is the enemy. The press is the enemy. The establishment is the enemy. The professors are the enemy. The professors are the enemy. Write that in the blackboard 100 times and never forget it. Linebacker II fera des milliers de morts et de blessés parmi les civils. Pour les pilotes, une seule exigence, fire and forget, tire et oublie. Il tombera en 12 jours, l'équivalent de toutes les bombes larguées sur le Nord-Vietnam depuis 10 ans. Objectif, affaiblir plus encore le Nord-Vietnam pour donner le temps à Thieu de renforcer son régime sans les Américains.
Et pour Nixon et Kissinger, quitter le Vietnam, la tête haute. Au troisième jour de l'offensive Linebacker II, Washington adresse un message à Hanoï. Si reprise des négociations, stop. Sommes prêts à arrêter bombardement, stop. Mais Hanoï ne répond pas. Il ne faut pas accepter trop vite pour donner une impression que nous sommes très pressés de cela. Avec les bombardements de B-52 sur Hanoï, Haiphong, pendant ces 12 jours, eh bien, ils ont soulevé la colère, le mécontentement de tout le peuple, y compris les gouvernements alliés des États-Unis comme le gouvernement d'Angleterre. À mon avis, ces bombardements de B-52, et par là, ils voulaient réellement reposer certains problèmes dans l'accord de Paris. Ils voulaient quand même. Parce que je pense que comme le texte des accords, je crois, n'était pas favorable pour les États-Unis, pour la politique, tout d'abord. Et deuxièmement, à mon avis, ils voulaient quand même affaiblir le Nord-Vietnam avant leur départ. Après l'opération Linebacker II, ils ont décidé de reprendre les négociations et de résoudre les questions en suspens plus rapidement, en suivant des directions plus compatibles avec nos propositions. Ils disent que alors nous sommes sous la pression des bombardements de B-52. C'est pour cela qu'en janvier 1973, nous proposons de revenir à la table de conférence. Ce n'est pas vrai. Nous savions que les bombardements ne pouvaient pas changer le problème et que les Américains seraient obligés de reprendre les négociations. Après l'arrêt des bombardements, nous sommes retournés à Paris, prêts à les recevoir. Il était temps de conclure l'accord. Linebacker II a violemment ébranlé le processus de paix qui semble devenu impossible. Pourtant, une nouvelle rencontre secrète est finalement fixée au 8 janvier. Les ducs Tho et Henry Kissinger se retrouvent dans une atmosphère plus que tendue. Alors quand Kissinger vient, Schiff se rivette, on ouvre toujours la porte. Il y a quelqu'un qui est sorti de la maison pour lui indiquer l'entrée dans la salle de réunion. Mais ce jour-là, il n'y a personne. Ce jour-là, nous laissons la porte presque fermée. Les deux parties ne se serrent pas la main et ne parlent rien. Et les deux Tho commencent son discours. Alors, d'une manière très logique, très calme, mais avec un ton très fort. Condamne Nixon, condamne le gouvernement américain, condamne les bombardements américains, condamne l'attitude de Kissinger, condamne tout. Très, très sévère. Tôi nhớ cái hôm mà 12 gặp ông cuối cùng thì cái vấn đề khu quân sự thì cũng đã giải quyết về cơ bản, tuy là còn một đôi vị trí khác nhau nhưng mà đã giải quyết. Và về vấn đề chi tiết. Và chúng tôi trước khi về tôi đã nói với ông rằng là tôi về trong 12 ngày là cùng để mà trao đổi với chính phủ. Mà việc trao đổi đó là một sự cần thiết vì chúng tôi đó là phải ở xa, chúng tôi về cần phải có cái báo cáo và xin ý kiến để mà giải quyết một các vấn đề. Trước khi về tôi đã nói chuyện với ông và nói nghe chuyện riêng với ông. Ông lấy cái cớ đó để ném bom trả lại miền Bắc Việt Nam. Giữa cái lúc mà tôi vừa về đến cái nhà, việc đón tôi là các ông đón tôi đến Hà Nội có thể nói rất là lịch sự. Và tôi có thể nói được rằng là một cái hành động của các ông rất là trắng trợn và thô bạo. Các ông tưởng làm như vậy để có thể khuất phục được chúng tôi.
các ông làm rõ. Nhân dân chúng tôi cũng không hề tiếp đạo. Vậy cái mục đích của các ông để khuất phục chúng tôi, để ép chúng tôi thì được phù phối. Và các ông đã không những thất bại mà để làm cái cuộc đàm phán thêm khó khăn thêm, kéo dài và khó khăn thêm. Chính các ông đã làm cho danh dự nước Mỹ đã bị ven hồ. Bây giờ là các ông muốn giải quyết hòa bình thì chúng tôi giải quyết hòa bình. Các ông muốn tiếp tục chiến tranh thì chúng tôi tiếp tục đánh, không hề bao giờ tiếp tục khuất phục. Kissinger, il est dans une position, n'est-ce pas, assez délicate. Alors il s'est assis et écouté. J'ai entendu que Kissinger a dit cela. Monsieur les deux Thọ, je vous prie de parler moins fort parce que les journalistes en dehors vous entendent tout et ils disent que vous blâmez la partie américaine. Il aurait dû être en colère. En réalité, il a été très aimable, très flexible et soucieux de régler nos différends. Il n'y a pas eu d'accusation. C'était un professionnel. Pourquoi? Parce qu'ils avaient décidé pour leurs propres raisons qu'ils n'étaient plus en mesure de tenir la guerre seuls. Ils venaient d'être battus lors d'une grande offensive. Après les bombardements d'Hanoï, ils avaient peur. Et ils avaient décidé dès octobre d'arrêter la guerre. Parmi toutes les séances entre Kissinger que j'ai pu assister, c'est la séance la plus tendue, la plus sévère. Une fois Kissinger dit que si nous n'arrivons pas à la conclusion, je crois que les bombes continuent à tomber. Les deux Thọ, je vous arrête. Nous n'avons pas peur de tout. Maintenant, vous dites comme ça, il vous faut retirer votre parole. Une dernière réunion a lieu le 13 janvier 1973 à Saint-Nom-la-Bretèche, où les derniers détails de la paix sont réglés. C'est la fin de leur pourparlers secrets, au terme de 45 séances de travail en 3 ans. L'accord qu'ils paraphent le 24 janvier avenue Kléber à Paris est quasiment le même que celui d'octobre 1972, que les Américains, sous la pression de Thieu, avaient voulu renégocier. Le 27 janvier 1973, les accords sont officiellement signés par les 4 protagonistes du conflit, avenue Kléber. Naturellement, avec la signature de l'accord, le peuple vietnamien manifeste une joie immense et en même temps une grande fierté. Vous dites que les Nord-Vietnamiens étaient très contents car ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ce n'est pas mon point de vue. Ils n'ont pas obtenu le renversement de Thieu qu'ils réclamaient depuis 4 ans, ni l'arrêt du ravitaillement militaire au Vietnam. Qu'est-ce que les Américains ont obtenu de la part des Nord-Vietnamiens, sauf le retour des prisonniers? Et c'est pour cette raison que les Nord-Vietnamiens considéraient que c'était une victoire pour eux. Mais ils ont bien raison de dire qu'à l'égard des Américains, c'était une victoire. Il y a toutes les forces de paix et de justice dans le monde avec nous. Nous sommes vainqueurs ensemble, pas seulement les Vietnamiens. Oui. Les accords de Paris ne seront pas respectés. À l'évidence, le cessez-le-feu entre le GRP et le gouvernement de Saigon ne pouvait pas tenir. Comment avoir pu espérer que sur un même territoire, le Sud-Vietnam, cohabitent 2 gouvernements, 2 administrations, 2 armées? À peine signée, la guerre a repris. Une guerre qui prendra fin avec la chute de Saigon le 30 avril 1975.
Quand l'Éducto et Henry Kissinger sont nommés ensemble pour le prix Nobel de la paix, l'Éducto le refuse. Il ne veut pas que l'on confonde la victime et l'agresseur. À ses yeux, Kissinger porte une lourde responsabilité dans le bilan dramatique de la guerre. Entre ombre et lumière, l'histoire de la diplomatie secrète esquisse ses succès et ses échecs, parfois dévoilés, souvent cachés. Dans la grande histoire des conflits armés, et ce depuis l'Antiquité, le recours à des négociations secrètes a toujours été la clé du règlement des guerres et des différends entre les peuples. Les pourparlers secrets entre l'Éducto et Henry Kissinger ont duré 3 ans. 3 ans durant lesquels ces hommes ont tenu entre leurs mains le destin de leur nation. Un lourd fardeau. À chaque coup joué, ils perdent des pièces. Mais celles de leur échiquier sont des hommes, des femmes, des enfants. Entre ombre et lumière, une diplomatie secrète nécessaire. Une guerre des mots où quelques lettres peuvent remettre en cause la paix d'un peuple. With me,